Bonjour à tous et merci à Ron, à la technique. Merci à tous de votre présence. Je suis Alain Carret de Business Accueil, Los Angeles Accueil, et permettez-moi de vous présenter Maître Nina Pouget, qui à la dernière minute a offert de remplacer Ismaël Koulibaly, qui a un empêchement. Merci à Maître Pouget. Et donc, Maître Pouget est basé à San Francisco. Elle est avocate en instance d'être acceptée au barreau de Paris, spécialiste de la propriété intellectuelle, après avoir, avec mention en droit, étudié à Nanterre pour sa maîtrise, et elle a aussi une spécialité de droit commercial. Elle a reçu un diplôme de droit de Berkeley et a été admise comme juriste au barreau de Californie. Félicitations, parce que c'est pas facile. Merci. Et elle est devenue une spécialiste de la propriété intellectuelle internationale dans le cabinet d'avocats réputé de Phillips, Earlewine, Given et Carlin à San Francisco, où elle réside. Et la devise de ce cabinet d'avocats est « Vous créez, nous protégeons ». À part cela, sachez que Maître Pouget faisait partie de la chorale de l'Opéra de Paris. Donc, sans plus attendre, Maître Pouget, allez-y. Merci Alain pour cette présentation. Moi, je vais vous parler ce soir de l'introduction à la propriété intellectuelle aux États-Unis. Je sais que cette conférence est à 5h30, à 17h30 à Los Angeles, mais elle est enregistrée. Donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce sujet, il y aura une version sur YouTube. Sans plus attendre, je vais vous commencer par un avertissement, un petit disclaimer que nous, on donne toujours en tant qu'avocat quand on fait une présentation, que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas un conseil juridique, c'est pas tout à prendre à la lettre, c'est juste des informations générales et qui pourront répondre à certaines questions que je pense que vous vous posez. Si vous avez des questions plus poussées ou plus précises, vous pouvez tout à fait me contacter. Il y aura mon email à la fin de la présentation. Vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez contacter votre propre avocat en propriété intellectuelle si vous en avez un aux États-Unis. Voilà. En tout cas, j'espère répondre à certaines de vos questions par le biais de cette présentation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la propriété intellectuelle aux États-Unis, je voulais vous présenter un petit peu mon cabinet. Donc, c'est une petite structure parce qu'on est 8 avocats, 4 associés, 4 collaborateurs. Donc, vous avez les partenaires, comme on appelle, que j'ai mis au rang du dessus, qui sont Randy, David, Nick et Brian, chacun ayant un peu sa spécialité différente. Et puis, nous, on est les collaborateurs, donc on les aide, on travaille sur tous leurs dossiers. Et donc, chacun des partenaires a un peu une spécialité qui prévaut, mais on fait de la propriété intellectuelle, du droit du divertissement, du droit commercial, du droit du travail, de personal injury. Je sais pas trop su vraiment comment traduire ça, mais voilà, et class actions aussi. Et on fait aussi quelques appels. Voilà, on parle l'anglais, évidemment, le français et l'espagnol. Donc, on est ouvert un peu sur le monde grâce à ce multilinguisme au sein du cabinet. Donc maintenant, si on se penche sur le sujet qui nous intéresse, qui est la propriété intellectuelle aux États-Unis, je voulais juste faire une petite introduction. Alors, avant d'arriver ici. Donc, la propriété intellectuelle, c'est une matière qui est riche et qui couvre plusieurs notions telles que le droit d'auteur, le droit des marques, les designs, les secrets commerciaux, les innovations, les designs industriels et les brevets, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. On peut faire la distinction, en droit français, souvent, on fait la distinction entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique. Voilà, c'est une distinction qu'on peut reprendre aussi aux États-Unis. Pour les besoins de cette présentation, je vais me concentrer sur les 3 plus grandes catégories de propriété intellectuelle, donc qui sont le droit d'auteur, le droit des marques et les brevets d'invention. Donc en anglais, copyright, trademark et patents. Donc, comme Alain l'a un petit peu mentionné dans l'introduction, moi, je suis spécialisée donc plutôt en propriété littéraire artistique, donc c'est-à-dire le droit d'auteur et le droit des marques. Je peux donner quelques informations sur les brevets, mais c'est pas ma spécialité.
Donc, c'est une matière à part entière qui nécessite des qualifications. Généralement, les avocats en brevet d'invention sont aussi ingénieurs. C'est pas mon cas. Moi, j'ai plutôt une formation artistique à la base. Donc, je fais plutôt le droit d'auteur et les droits des marques. Je vais cependant surtout me concentrer sur la propriété intellectuelle aux États-Unis. Je voudrais le préciser parce qu'on parle français, mais c'est bien la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et je ferai quelques petits liens avec le droit français, notamment lorsqu'il y a des différences importantes ou des erreurs à éviter. Par exemple, parce que si on se base sur le système de droit français, c'est différent. Le but de cette présentation, c'est que vous compreniez la différence entre le droit d'auteur, le droit des marques et les brevets, mais aussi si un site Internet peut être une marque, si le nom de votre société peut aussi être une marque. Voilà, ce sont des concepts qui peuvent se chevaucher, mais qui sont complètement différents et qui convient bien sûr de distinguer pour bien comprendre la matière. Donc, ces trois grands catégories de propriété intellectuelle, qui sont donc les droits d'auteur, le droit des marques et les brevets d'invention, sont gérés par des organisations différentes. Les brevets et les marques sont gérés par le USPTO, donc United States Patent and Trademark Office. Donc, ici, vous voyez le logo de l'USPTO. Et ici, vous avez aussi un autre logo de l'USPTO. J'ai mis les deux, mais pour les trademarks et le patents, c'est la même office. C'est juste, ce sont deux branches différentes qui s'occupent des marques et une autre branche qui s'occupe des brevets. Et pour le droit d'auteur, c'est spécifique, c'est un autre office complètement indépendant qui est le Copyright Office, qu'on appelle aussi parfois la bibliothèque du Congrès, et qui s'occupe de l'enregistrement de tous les droits d'auteur. Donc, il convient de préciser que, par exemple, les noms de domaine sont gérés par des sociétés qui sont privées et qui sont des bureaux d'enregistrement des noms de domaine. Par exemple, je pense à GoDaddy, qui permet de... Vous pouvez acheter un nom de domaine chez GoDaddy, par exemple, ou Google Domaine, je crois. Et les autres, il y a aussi des noms commerciaux. Les noms commerciaux, c'est le nom de votre société, par exemple. C'est géré par les secrétaires d'État locaux de chaque État. Par exemple, il y a un secrétaire d'État californien. Si vous voulez enregistrer votre société en Californie, vous devez passer par cet office étatique de la Californie. Donc ça, c'est différent. C'est pas parce que vous avez un enregistrement auprès de la Californie pour votre LLC, par exemple, que vous avez une marque pour le nom de cette société. C'est complètement différent et c'est important de le comprendre pour éviter après des erreurs. Voilà, donc je vais commencer par les brevets, parce que c'est ce que je connais le moins. Comme ça, je vais vous dire vous donner un peu des informations générales. Donc, j'ai remis les logos de l'USPTO à droite pour bien comprendre que c'est géré par cet office-là. C'est le Congrès qui a créé l'Office des brevets et des marques des États-Unis, donc l'USPTO, pour délivrer les brevets au nom du gouvernement. C'est le même. Voilà, je suis désolée, il y a eu un petit problème technique, mon ordinateur s'est arrêté, mais nous reprenons. Donc, j'étais sur les brevets d'invention et sur le fait que lorsqu'un inventeur obtient un brevet, il s'assure du droit d'empêcher les autres d'utiliser, de fabriquer et de vendre son produit ou sa méthode pendant 20 ans. Donc, c'est une sorte d'exclusivité ou de monopole qu'il a pendant une durée délimitée qui est de 20 ans. Il conserve toutefois le droit de vendre son article après ou son invention après le délai de 20 ans, mais il n'y a plus d'exclusivité. Donc, les conditions ou les critères pour obtenir un brevet aux États-Unis, c'est d'abord l'utilité. Est-ce que votre invention est utile? Est-ce que un critère d'éligibilité, est-ce que votre invention entre dans les critères d'éligibilité qui sont définis par la loi? Un critère de nouveauté, est-ce que votre invention est nouvelle? Et un critère qui est l'absence d'évidence, c'est-à-dire est-ce que votre invention est évidente? Si elle est évidente, vous ne pouvez pas obtenir de brevet sur votre invention. Ensuite, il y a quelques avantages, mais aussi quelques inconvénients à obtenir un brevet. Notamment, les avantages que je pourrais relever aujourd'hui, c'est que un brevet vous donne le droit d'empêcher les autres de copier, fabriquer, vendre ou importer votre invention sans votre autorisation. Vous pouvez bien sûr donner des licences. Donc ça, c'est
un point positif. Vous pouvez, avec cette exclusivité, vous pouvez la maintenir et décider qui peut utiliser votre brevet. Vous pouvez bénéficier d'une protection pendant une période prédéterminée, ce qui vous permet de tenir vos concurrents à distance, certes pendant 20 ans, mais c'est quand même une durée assez conséquente. Vous pouvez ensuite utiliser vos inventions vous-même, c'est-à-dire continuer à l'exploiter après le délai de 20 ans. Mais les concurrents pourront copier votre invention. Les inconvénients à l'obtention d'un brevet, premièrement, c'est que votre demande de brevet implique de rendre publiques certaines informations techniques sur votre invention. Et parfois, il est plus stratégique de tenir ces informations secrètes pour tenir les concurrents à distance plus efficacement. Parce que, comme je le disais, ça donne un peu la recette de votre brevet, de votre invention. La demande du brevet peut être une procédure qui est très longue et fastidieuse, généralement 3 à 4 ans si tout se passe bien. Pendant ce temps, les marchés peuvent changer ou la technologie peut dépasser votre invention avant que vous n'obteniez un brevet. Ce qui amène aussi un autre inconvénient qui est le coût. Si vous vous engagez dans cette voie d'obtenir un brevet, ça coûte énormément d'argent parce qu'il faut faire des recherches, il faut aussi souvent s'associer avec des avocats parce que vous pouvez faire ça tout seul, mais ça probablement va retarder le processus parce que l'USPTO va vous demander des informations complémentaires. Un avocat qui est expérimenté en brevet pourra devancer ces demandes et peut-être faire que la procédure va durer 3 ans à la place de 7 ans. Et aussi, il faut ne pas oublier de payer une taxe annuelle, sinon votre brevet s'éteint. Actuellement, pour ce qui est du temps d'attente, je suis allée voir sur le site de l'USPTO et pour que l'office vous réponde, vous donne un premier avis, il faut attendre au moins 18 mois. Donc, pour avoir un premier avis, pour qu'il y ait une décision finale, si votre demande est tout de suite acceptée, qu'il n'y a pas besoin d'envoyer d'autres documents ou de prouver quelque chose d'autre, c'est à peu près 25 à 26 mois d'attente. S'il y a besoin d'actions complémentaires ou que l'USPTO vous fait certaines demandes, ça va entre 45 et 80 mois. Donc, c'est-à-dire presque 7 ans pour obtenir votre brevet. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à savoir quand on s'engage dans cette voie. Ensuite, les mentions patent pending qui peuvent s'écrire en entier ou avec des abréviations que j'ai marquées ici. Qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce que vous pouvez l'utiliser? Ça veut dire littéralement brevet en attente ou en attente de brevet. C'est approprié de l'utiliser lorsque vous avez fait une demande provisoire auprès de l'USPTO et que celle-ci est datée. Vous ne pouvez pas avoir une idée de brevet, une invention et vous avez comme idée de poser le brevet. Vous ne pouvez pas marquer patent pending si vous n'avez pas fait cette demande préalable. Sinon, après, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, si vous allez jusqu'au bout de ce processus et vous obtenez l'enregistrement de votre brevet, vous pouvez tout à fait marquer Registered in the US Patent and Trademark Office. Ça veut dire que vous avez l'enregistrement, vous avez le certificat que vous avez obtenu ce brevet. Et ça, c'est important, je pense, de le marquer lorsque vous expliquez un peu votre invention pour que les gens et le public sachent que votre invention est protégée. Voilà. La durée de la protection pour un brevet, c'est 20 ans. C'est pas renouvelable. Donc, c'est juste 20 ans. Pour certains brevets, c'est moins de 20 ans, c'est 14 ans, mais c'est des brevets spécifiques. Je vous invite à faire plus de recherches là-dessus si vous voulez faire un brevet. La portée de l'enregistrement auprès de l'USPTO, c'est uniquement dans le pays où vous l'avez déposé. Donc, l'USPTO, c'est-à-dire les États-Unis. Si vous avez un brevet en France, c'est bien, mais il faut un brevet aux États-Unis si vous souhaitez exploiter votre invention aux États-Unis pour vous protéger totalement. C'est important aussi. Si vous voulez plus d'informations sur les brevets, je vous invite à aller voir le site internet de l'USPTO sur les brevets. Ici, j'ai mis un lien en bas. Mais si vous marquez Patents et USPTO dans votre barre de recherche, vous trouverez très facilement. Il y a plein de ressources qui seront très utiles si vous avez d'autres questions. Donc ensuite, maintenant, on va plutôt s'attaquer aux marques.
Et là, vous voyez que c'est toujours l'USPTO, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est une branche différente qui s'occupe des marques. Donc, voilà. L'Institut américain de la protection des marques, c'est l'USPTO, c'est un peu l'équivalent de l'INPI en France. Si vous êtes un peu familier avec l'INPI en France. Une petite définition rapide des marques. Donc, une marque, c'est un type de propriété intellectuelle qui consiste en un signe, un dessin ou une expression qui est reconnaissable et qui identifie les produits ou services d'une source particulière et les distingue des autres. Par exemple, qui peut être propriétaire d'une marque? Aux États-Unis, ça peut être un individu, une organisation commerciale, donc une société, ou toute autre entité juridique. On distingue deux types de marques. Il y a les marques des biens ou de produits. On peut interchanger ces deux termes, marque de biens, marque de produits, ou les marques de services. Donc, une marque, une bonne question, c'est comment on acquiert le droit sur une marque. Le droit sur une marque, ça s'acquiert dès lors que cette marque est utilisée dans le commerce par un individu ou une entité. Contrairement à la France, là où c'est important de souligner, c'est le premier qui enregistre qui a les droits en France. Le premier qui enregistre à l'INPI a les droits. Aux États-Unis, c'est très différent. Si vous développez une marque vous-même et que vous ne l'enregistrez pas, vous avez quand même certains droits. C'est des droits qu'on appelle qui sont rattachés à la common law. Mais ces droits, ils sont un peu limités, notamment géographiquement, mais il y a plein de petites subtilités comme ça. Si vous voulez vraiment avoir une protection complète, il faut être enregistré à l'USPTO. Le fait que vous n'avez pas besoin d'enregistrer pour avoir des droits, ça pose aussi un problème ou plutôt un obstacle si vous voulez développer votre propre marque et que vous souhaitez le déposer à l'USPTO. Excusez-moi. Vous pouvez aller voir sur la base de données de l'USPTO. Cherchez si la marque existe déjà dans leur base de données. Si elle n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'elle est libre d'accès. Il peut y avoir une marque qui n'est pas enregistrée, qui a des droits de common law et qui peut faire obstacle à votre enregistrement. C'est quelque chose à savoir. Voilà. Mais, encore une fois, c'est bien mieux de s'enregistrer à l'USPTO pour avoir tous les avantages qui s'y rattachent, donc qu'on va voir maintenant. Il est préférable donc d'enregistrer sa marque pour plusieurs raisons, notamment pour une question de visibilité. On entre dans la base de données nationale des États-Unis, donc de l'USPTO. Et si un potentiel concurrent veut vérifier qu'une marque est disponible à l'utilisation, il va d'abord aller voir sur le site de l'USPTO. Il va faire une recherche par nom. Et s'il voit que le nom est utilisé pour les biens et les services que lui voulait utiliser, bah, il verra que ce nom n'est pas disponible. Et ça évitera des problèmes par la suite. Il y a aussi une présomption légale qui est néanmoins réfutable, c'est-à-dire qu'on peut apporter la preuve du contraire, qui dit, selon laquelle le titulaire de la marque enregistrée est le propriétaire de la marque. Donc ça vous donne une longueur d'avance s'il y a un problème par la suite ou une action en justice. Vous pouvez aussi utiliser votre enregistrement comme base pour déposer une demande de protection de marque dans un pays étranger. Si vous le faites assez rapidement, d'ailleurs, vous pouvez réclamer une priorité, une date prioritaire, une date d'antériorité, c'est ça le mot. Mais bon, ça, c'est des détails spécifiques. Si vous avez des questions sur ça, je pourrais y répondre dans le temps alloué pour les questions. C'est aussi bien d'enregistrer sa marque parce que ça permet de donner le droit d'intenter une action en justice devant un tribunal fédéral. Vous n'êtes pas vraiment obligé d'enregistrer votre marque pour pouvoir intenter une action en justice, mais l'étendue de vos droits va être un peu affectée par le fait que vous ayez ou non enregistré la marque. Vous pouvez utiliser, si vous avez enregistré votre marque à l'USPTO, vous pouvez utiliser le signe ou le symbole fédéral d'enregistrement des marques qui est le R encerclé, qui démontre que vous avez enregistré votre marque à l'USPTO. Et ça permet de contribuer à dissuader les autres personnes d'utiliser votre marque ou une marque un peu trop similaire à la vôtre. Ça met un petit peu, ça donne une notification au public que vous avez enregistré cette marque et que c'est la vôtre. L'enregistrement auprès de l'USPTO permet aussi de pouvoir s'enregistrer après auprès de la douane américaine, donc les douanes de la protection des frontières des États-Unis, qui s'appelle CBP,
et ça permet d'arrêter l'importation de marchandises qui portent une marque contrefaite. Donc ça, on en parle très peu souvent, mais c'est un outil important pour protéger votre marque. Donc même si le droit américain donne certaines protections sans enregistrement, c'est toujours mieux d'enregistrer ta marque pour les raisons que j'ai citées. Donc si vous voulez enregistrer votre marque, il y a une petite checklist à suivre. Il faut d'abord s'en renseigner. C'est important, aller sur le site de l'USPTO, regardez, il y a plein de petites vidéos qui sont assez rigolotes d'ailleurs, qui vous donnent des informations sur comment enregistrer votre marque. Il faut ensuite vérifier la disponibilité du signe. Donc, j'ai parlé de ça un petit peu tout à l'heure, mais c'est notamment aller voir la base de données de l'USPTO, mais c'est pas que ça. Il y a aussi d'autres étapes à faire pour vérifier que le signe est vraiment disponible. Ensuite, il faut que vous définissiez dans quels biens et services vous voulez enregistrer la marque. Je vais en parler un petit peu plus tard, c'est les classes. Dans quelle classe vous voulez enregistrer votre marque. Et ensuite, après, il faut remplir le formulaire en ligne et payer les frais de dépôt. Je crois que c'est $250 par classe. Donc, je vais en parler des classes dans quelques minutes. Donc, si vous enregistrez pour une seule classe, vous payerez 250. Si vous avez 4 classes, vous payez 4 fois 250. Ensuite, après, une fois que vous avez, si vous obtenez l'enregistrement, il faut surtout ne pas oublier de maintenir l'enregistrement actif. J'en parlerai un petit peu, donc c'est faire des enregistrements de manière à intervalles réguliers. Je vous dirai un peu plus tard tous les combien il faut envoyer une déclaration d'utilisation pour que l'USPTO garde votre marque active dans sa base de données. Donc les classes, qu'est-ce que c'est? Les classes, c'est un peu une description des produits et services. On appelle le monde entier, c'est un peu mis d'accord sur une classification qui est universelle dans le domaine des droits des marques, c'est la classification de Nice. Donc, il y a 45 classes dans la classification de Nice et il y a qui contient des produits et des services de manière très distincte. Donc, il y a des classes 1 à 34 qui concernent les produits et ensuite les classes 35 à 45 qui concernent les services. Donc, je vais vous donner un exemple de classe de produits et un exemple de classe de service. C'est très long. Je ne vais pas vous donner les 45 classes parce que ça c'est juste une classe. Regardez comme c'est grand. C'est long et c'est très large. La classe 9, par exemple, ça va des appareils et instruments scientifiques aux lunettes, aux extincteurs, aux batteries électriques. Donc, vous voyez, c'est très large. Donc, il faut faire un travail de recherche pour savoir votre marque entre dans quel bien et service. Ensuite, donc ça, c'était la classe 9, c'est un exemple de produit. Et par exemple, un autre exemple, mais pour des services, la classe 41, que moi j'utilise personnellement à titre professionnel souvent, ça va de l'éducation au service de jeu d'argent ou de mise à disposition de films. Vous voyez, donc c'est très large. Donc ça, c'est la classification de Nice. Et je vais vous parler un peu des conditions pour que votre marque puisse bénéficier de la protéine, puisse être enregistrée. Il faut d'abord que le signe soit utilisé dans le commerce et il faut que ce soit un signe distinctif. Donc, concernant la première exigence, qui est donc que le signe soit utilisé dans le commerce, c'est assez, on dit en anglais self-explanatory, donc ça s'explique par lui-même, c'est-à-dire que vous utilisez votre marque dans le commerce, que vous vendez des biens sous cette marque ou que vous donnez des services, faites une prestation de service en utilisant votre marque. Cependant, vous pouvez aussi déposer votre enregistrement, votre dépôt de marque à l'USPTO sans avoir déjà exploité la marque. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une demande en faisant une déclaration par écrit que vous avez une intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce à une date ultérieure, qui est généralement 6 mois après l'acceptation de la marque à l'USPTO. Et après, vous pouvez avoir des extensions. On peut avoir jusqu'à 5 extensions de 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir utilisé votre marque dans le commerce pour demander l'enregistrement. Ça, c'est très important parce que c'est souvent un choix stratégique qui mène à des dépenses énormes
pour les personnes. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, nous, on avait un client qui voulait développer une chaîne de restaurants et il avait déjà le nom de sa chaîne en tête. Il a fait son dépôt à l'USPT. Il a développé toute son idée de chaîne de restaurant. Il a imprimé des menus, il a acheté des enseignes et imprimé des serviettes avec le nom de son restaurant. Et en final, il s'est rendu compte que après avoir payé tout ça, fait de la publicité, investi beaucoup d'argent sur ce nom, il s'est rendu compte, parce qu'il est venu nous voir pour qu'on puisse déposer la marque, on lui a dit que son signe n'était pas, on ne peut pas enregistrer son signe. Je vous expliquerai après quel type de signe peut être enregistré, mais ça rentrait pas dans les critères. Et il a perdu énormément d'argent parce qu'il s'est lancé dans une idée avant de vérifier si le signe était disponible, si le signe était en lui-même déposable. Donc, c'est aussi une stratégie. Si vous avez les moyens de déposer votre marque avant d'avoir lancé votre marque dans le commerce, c'est aussi une stratégie qui serait plutôt bien de suivre. Donc, ça, c'est pour le premier signe. Et pour le deuxième signe, qui est le signe distinctif, ça concerne la capacité d'une marque à identifier et à distinguer des produits particuliers comme émanant d'un producteur ou d'une source particulière et non d'une autre. C'est-à-dire que les marques sont traditionnellement divisées en 4 catégories de signes de caractères distinctifs. Donc, avec un caractère très fort distinctif qui est fanciful, ou, je vais le dire en français, qui est arbitraire ou fantaisiste, un signe arbitraire ou fantaisiste, un signe suggestif, un signe descriptif ou un signe générique. Donc, un signe ou un terme générique ne peut jamais bénéficier de la protection d'une marque. Parce qu'ils font référence à une catégorie qui est générale, trop générale de produits et qui indique pas la source unique du produit. Par exemple, vous pouvez pas avoir une marque, vous pouvez pas avoir des droits sur votre marque qui s'appellerait Ice Cream pour vendre des glaces. Ice Cream, ça veut dire glace en anglais, c'est pas une marque. L'office de l'USPTO va tout de suite rejeter la demande. Ensuite, il y a les termes qui sont descriptifs. Les termes descriptifs ne peuvent généralement pas être déposés, c'est-à-dire enregistrés, mais il y a quand même il y a une nuance. C'est-à-dire que si votre terme descriptif a acquis une signification secondaire dans l'esprit du public et du consommateur, alors on pourra établir la protection du marque pour ce signe descriptif. Par exemple, je pense à American Airlines. American Airlines, c'est une marque, mais c'est descriptif. C'est une compagnie aérienne américaine, American Airlines. Et pourtant, ça peut être enregistré. Il y a des droits autour de cette marque parce qu'en fait, dans l'esprit du public, si on dit American Airlines, tout de suite, on fait le lien avec la compagnie aérienne American Airlines. Donc ça, c'est pour le signe descriptif. Les signes suggestifs et arbitraires et fantaisistes, eux, peuvent être enregistrés. Donc, par exemple, un signe subjectif, qu'est-ce que c'est? Il fait allusion ou suggère la nature d'un produit ou d'un service ou l'un des imprévus sans décrire réellement le produit ou le service. C'est-à-dire, les marques suggestives font allusion au produit sans le décrire réellement. Par exemple, Airbus. Airbus, pour les avions, ça fait référence aux avions, mais ça décrit pas un avion. Ou Netflix pour les services de streaming. On comprend qu'il y a un lien avec le streaming et de pouvoir voir des vidéos en ligne ou des films, mais c'est suggestif. C'est plus fin que quelque chose de descriptif ou de générique. Donc ça peut être enregistré. Ensuite, il y a ce qui est arbitraire ou fantaisiste. C'est une marque arbitraire elle est composée d'un ou plusieurs mots qui ont un sens commun dans la langue ou dans la juridiction concernée. Toutefois, ils n'ont pas de rapport avec les produits ou services pour lesquels la marque est utilisée. Par exemple, Apple. Apple, c'est un mot qui pourrait être générique. Si vous voulez développer une marque de vente de pommes, vous ne pouvez pas l'appeler Apple parce que c'est générique pour la vente de pommes. Mais si vous avez une marque Apple, comme Apple en Californie ou généralement dans le monde, qui vend des smartphones et des ordinateurs, ça c'est possible parce que c'est un mot qui n'a aucun rapport avec les biens et services qui sont rendus
qui sont exploités par la marque. Il y a aussi, par exemple, Dove. Dove, qui est une marque, par exemple, de cosmétiques de savon, et aussi Dove, les chocolats. Ce sont deux marques différentes et elles peuvent coexister parce qu'elles ont des biens et services complètement différents et ne sont pas en rapport avec des oiseaux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les conditions pour que la marque puisse bénéficier de la protection. Il y a plusieurs formes de marques qui peuvent être enregistrées. Par exemple, le nom en lui-même, Facebook, en notant bien que le petit signe R ne fait pas partie de l'enregistrement. Le nom qui est déposé, c'est Facebook. R, c'est juste pour aviser, donner un avis au public que la marque est enregistrée auprès de l'USPTO. Et donc, Facebook, en tant que nom seul, c'est la marque, c'est le nom de marque qui a le plus de protection parce que ça protège tout ce qui a trait à Facebook. Ensuite, il y a aussi Facebook, le logo, qui est plus spécifique. Donc, c'est bleu et blanc, ce logo très vraiment qui a une forme que l'on peut reconnaître. Mais si on prend l'exemple de Coca-Cola, par exemple, il y a encore plus de types de marques qu'on peut voir qui peuvent être déposées et enregistrées. C'est Coca-Cola, le nom tout seul, ou Coca-Cola dans une forme stylisée avec une police particulière, ou encore Coca-Cola toujours dans cette police stylisée particulière avec un background ou un arrière-plan qui est très spécifique. Il y a aussi la marque déposée de la bouteille qui a, c'est le contour de la bouteille qui est très distinctif, qui est aussi déposé. Moi, je peux pas demain créer une marque qui s'appellerait Soda Papi en décidant d'utiliser la même forme de bouteille ou en décidant d'utiliser la même police de Coca-Cola qui serait trop similaire. Donc voilà, ça c'est des exemples de types de marques que vous pouvez enregistrer. C'est toujours bien d'enregistrer sans couleur parce que sinon il y a toujours l'argument de oui mais vous l'avez enregistré en bleu et blanc, moi je l'ai mis en rouge et vert. Voilà, donc si on enregistre sans couleur, c'est toujours en plus. Donc là, voilà, les mentions TM et R. Souvent, on entend dire que c'est la même chose, que quand on a une marque, on peut marquer à la fin TM ou le R entouré. C'est faux. Il y a une différence importante. Le TM, c'est quand vous avez développé votre propre marque, mais que vous ne l'avez pas enregistrée auprès de l'USPTO. Dans ces cas-là, mais que vous voulez aviser le public que c'est votre marque et que vous ne voulez pas qu'on vous copie, vous pouvez mettre TM. Voilà. Par contre, ça ne signifie pas que vous êtes enregistré à l'USPTO. Le signe R entouré est exclusivement réservé aux marques qui sont enregistrées à l'USPTO. Et c'est important de ne pas l'utiliser si vous n'avez pas enregistré votre marque à l'USPTO. Si vous avez une marque en France déposée à l'INPI, ça ne vous donne pas le droit d'utiliser ce R aux États-Unis, votre marque. Il faut la déposer à l'USPTO. Ce symbole d'enregistrement, donc R enregistré, est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais s'il est utilisé, le titulaire de l'enregistrement, donc vous, peut obtenir des dommages et intérêts ou des bénéfices pour une infraction passée sans avoir à prouver que l'auteur avait connaissance de l'enregistrement. Ça donne une indication directement à l'utilisateur que vous avez enregistré. Et donc, s'il y a violation de votre marque ou contrefaçon, il savait. Voilà, les tribunaux concluront que le contrefacteur aurait dû savoir que la marque était enregistrée. La durée de la protection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une durée initiale de 5 ans, mais il faut absolument étendre ou renouveler vos marques si vous voulez garder le statut actif à l'USPTO. Donc, c'est au bout de 5 ans, donc entre la 5e et la 6e année, entre la 9e et la 10e année, et après tous les 10 ans, il faut déposer une déclaration d'usage ou une déclaration de non-usage excusable qui explique pourquoi vous n'avez pas pu utiliser votre marque pendant un certain temps pour pouvoir garder un statut actif. La portée de l'enregistrement à l'USPTO, c'est la même chose que pour les brevets, c'est-à-dire que c'est un enregistrement sur le territoire américain pour les États-Unis. Je n'ai pas de slide sur ça, mais je voulais juste vous donner une petite... vous parler vite fait des enregistrements de noms de domaine. Vous pouvez obtenir un nom de domaine, mais l'enregistrement d'une marque est différent de l'enregistrement d'un nom de domaine.
Les marques sont enregistrées au niveau fédéral par l'USPTO. Les noms de domaine sont enregistrés par un bureau d'enregistrement de noms de domaine, qui est une compagnie, une société privée. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Il y en a. Donc, l'USPTO identifie la source des biens et des services, alors que l'autre, le nom de domaine, c'est une adresse web. Donc, un nom de domaine peut également fonctionner comme une marque, c'est possible, pour autant que le nom de domaine rentre dans les critères d'éligibilité des marques. Vous pouvez déposer un nom de domaine. Il y a des marques qui s'appellent, je sais pas, on va donner l'exemple que l'USPTO donne, c'est tmarkey.com. C'est une marque. Vous pouvez déposer la marque avec le .com à la fin, le .com. Ça peut faire partie de votre marque, mais il faut le déposer, encore une fois, à l'USPTO. Il faut que ça rentre dans les critères qu'on a énoncés avant. Maintenant, je vais vous parler du droit d'auteur. Donc là, vous voyez que l'icône en haut à droite a changé. C'est plus l'USPTO, c'est le Copyright Office ou Library of Congress, qui est la bibliothèque du Congrès, qui recense tous les droits d'auteur des États-Unis qui ont été enregistrés au bureau du Copyright Office. Donc, le droit d'auteur, c'est un droit automatique qui est attribué au créateur de toute œuvre originale. Le créateur peut être une personne, plusieurs personnes ou une entreprise. Le droit d'auteur permet au propriétaire de contrôler l'utilisation de son œuvre. Le titulaire d'un droit d'auteur a le droit exclusif de copier, distribuer, exécuter, diffuser ou adapter son œuvre. La protection du droit d'auteur a 3 exigences fondamentales. L'œuvre à protéger doit être une œuvre d'auteur. On va expliquer ce que c'est après. Elle doit être originale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre l'œuvre de quelqu'un. Ça doit être votre propre création. Et elle doit être fixée sur un support d'expression tangible. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une idée, ça ne peut pas être un concept. Vous ne pouvez pas enregistrer ou avoir un droit d'auteur, d'ailleurs, tout court, sans avoir enregistré, sans avoir mis votre idée dans un moyen d'expression tangible. C'est-à-dire l'écrire, l'enregistrer, le peindre, l'expliquer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une œuvre d'auteur? L'objet du droit d'auteur, ça englobe un large éventail je reviens sur la slide d'avant, un large éventail de choses. C'est les œuvres littéraires ou textuelles, telles que les romans, les nouvelles, les biographies, les articles, les poèmes, ou les œuvres picturales, graphiques et sculpturales. C'est les croquis, les peintures, les photographies, les dessins, ou des œuvres musicales, grammatiques ou chorégraphiques, les chansons, les sonneries de téléphone, les pièces de théâtre, les émissions de télévision. Après, il y a les enregistrements sonores, donc les interprétations de chansons, les discours en public, les cassettes, les livres sur cassette, les programmes d'ordinateur aussi, et des œuvres numérisées. Donc, c'est un large éventail. Pour enregistrer votre droit d'auteur, vous devez soumettre 3 choses à l'Office de Copyright Office. C'est un formulaire dûment rempli, une taxe de dépôt et une copie de l'œuvre que vous voulez enregistrer. Pour enregistrer son droit d'auteur, l'enregistrement, bien qu'il soit pas requis, on a dit que c'était un droit automatique. Si vous créez quelque chose d'original et que vous le mettez dans un moyen tangible d'expression, vous avez un droit d'auteur. Mais encore une fois, c'est comme pour les marques, il vaut mieux l'enregistrer. Il y a plusieurs raisons et encore plus en droit d'auteur, il faut enregistrer son droit d'auteur parce que ça permet de faire certaines choses. L'enregistrement est nécessaire si vous voulez, par exemple, enregistrer des sûretés sur un droit d'auteur. Si vous voulez demander aux douanes américaines de bloquer l'importation, d'empêcher l'importation de marchandises contrefaites dans le pays. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi, si vous avez enregistré votre droit d'auteur, vous pouvez bénéficier de la présomption qui est encore réfutable, selon laquelle tous les faits indiqués dans le certificat d'enregistrement sont vrais, c'est-à-dire que si le certificat d'enregistrement dit que Monsieur X est l'auteur, alors il y a une présomption que Monsieur X est l'auteur. On peut se prévoir, il faut avoir enregistré j'allais dire copyright, son droit d'auteur pour se prévaloir des honoraires d'avocat en cas de poursuite. Et aussi, c'est une condition pour intenter une action en justice pour violation de droit d'auteur. Vous ne pouvez pas intenter une action en justice sans avoir enregistré votre copyright, votre droit d'auteur,
Vous pouvez bien sûr ne pas enregistrer et si vous voyez qu'il y a violation de votre droit d'auteur, vous pouvez procéder à l'enregistrement postérieurement, c'est pas un problème. Mais déjà, il y a un temps de latence. Donc, si quelqu'un est en train d'utiliser votre œuvre, vous ne pouvez rien faire pendant le temps entre la contrefaçon a commencé et le moment où vous allez recevoir, vous allez déposer votre dossier au Copyright Office. Et non seulement c'est un temps de latence, et aussi ça impactera les dommages-intérêts que vous pouvez avoir. Alors, nous, on distingue généralement aux États-Unis statutory damages et actual damages, donc j'ai marqué ça quelque part en français dans mes notes. Les dommages et intérêts que vous pouvez obtenir sont différents parce que dans le cas où la contrefaçon commence après l'enregistrement, donc vous avez enregistré et il y a une contrefaçon après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les statutory damages. Donc, c'est des dommages-intérêts accordés, c'est des dommages-intérêts légaux, on pourrait dire, qui sont accordés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice pour l'auteur. Et ni avoir besoin de prouver un enregistrement sans cause de la personne qui utilise votre œuvre. Donc ça, c'est un outil très puissant et c'est un montant qui est discrétionnaire, qui est compris entre $750 et $30 000 par œuvre contrefaite. Donc, si vous êtes un musicien, que vous avez écrit plusieurs chansons et que une personne a repris toutes ces chansons, vous pouvez avoir entre $750 et $30 000 par œuvre qui a été contrefaite, sans avoir à prouver que vous avez subi un dommage financier. Ce montant peut aussi atteindre $150 000 par œuvre contrefaite si la contrefaçon a été faite de manière délibérée. En tout état de cause, le demandeur peut toujours prétendre à des dommages-intérêts réels, donc c'est les actual damages, qui sont j'ai fait une peinture, j'ai peint une peinture, cette personne l'a copiée et l'a vendue sur Amazon pour $10, elle l'a vendue en 10 exemplaires, vous avez le droit aux $10 en 10 exemplaires que cette personne a vendu. C'est le préjudice que vous avez subi. Donc, l'outil des statutory damages est très important. C'est pour ça qu'il vaut mieux enregistrer son droit d'auteur dès que possible afin de pouvoir se prévaloir de ça si jamais il y a une contrefaçon, une violation, une atteinte à votre droit d'auteur. Il y a une différence. Moi, je vais faire un petit point sur le droit de la musique puisque c'est ma spécialité. On fait tout type de droit d'auteur, mais on fait beaucoup de droit de la musique. Et il y a quelque chose à savoir en droit de la musique aux États-Unis, c'est que il y a 2 droits qui s'attachent à une œuvre musicale. Donc c'est très différent de la France. Il y a des droits qui s'attachent sur la composition musicale et des droits qui s'attachent sur le sound recording, donc l'enregistrement lui-même. Donc la composition, c'est les notes, les paroles, ce que vous avez écrit, votre musique en elle-même écrite. Et le sound recording, c'est l'enregistrement, c'est la personne qui va interpréter l'œuvre. Ça peut être la même personne, vous pouvez avoir écrit votre musique et après l'interpréter. Mais souvent, c'est des personnes différentes. Et ce qui est très important en droit américain, c'est que ça donne lieu à des royalties, donc d'argent de droit d'auteur qui sont différents et différentes catégories et qui vont à différentes personnes et qui sont à collecter dans différents organismes. Donc ça, si vous faites du droit de la musique, je vous invite, ou si vous faites de la musique plutôt, je vous invite à vous pencher sur le droit de la musique et ce point spécifique parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, notamment par les Français tous les artistes commettent cette erreur, mais les Français encore plus parce qu'en France, c'est pas comme ça. Donc, je vous invite à soit me poser des questions, soit à chercher par vous-même. C'est important de comprendre cette différence. Une autre différence avec la France, c'est que en France, il n'y a pas de work for hire. Aux États-Unis, c'est-à-dire en France, il y a ce concept de contrat de louage en France, mais pas pour les droits d'auteur. Le contrat de louage pour les droits d'auteur, ça existe aux États-Unis. Par exemple, vous pouvez être un chanteur ou un artiste et on vous fait signer, ça c'est pas que pour la musique d'ailleurs, hein. On vous fait signer quelque chose qui s'appelle un work for hire. Vous pouvez être un peintre et on vous demande oui, signez ce document s'il vous plaît, c'est pour dire que vous allez peindre mon mur. Vous faites un mural, des muraux, vous faites qui c'est pas juste peindre, vous faites une œuvre d'art sur un mur en fait.
Et si vous signez ce document qui est Work for Hire, ça veut dire que vous donnez tous vos droits à la personne qui vous a demandé de faire le travail. Vous n'avez aucun droit sur votre travail, zéro. Donc ça, c'est très, très important parce qu'en France, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose il faut ouvrir l'œil quand on est aux États-Unis sur ce fameux Work for Hire. Pardon, j'ai sauté de slide. Il y a aussi quelque chose qui existe en France qui n'est pas aux États-Unis, c'est les droits moraux. En France, pas qu'en France, c'est surtout dans les systèmes de droit civil. Donc, le droit moral confère à l'auteur d'une œuvre d'esprit le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le droit moral a un caractère perpétuel et inaliénable et imprescriptible, c'est-à-dire que vous êtes l'auteur d'une œuvre et que vous avez le droit de vous opposer à une certaine utilisation de votre œuvre. Par exemple, si vous avez fait un tableau et qui se retrouve dans un film pornographique, vous avez le droit de vous opposer. C'est un droit moral. Vous pouvez vous opposer à ce que cette œuvre se retrouve dans certains endroits pour certaines utilisations. Aux États-Unis, ça n'existe pas, sauf si c'est très spécifiquement mentionné dans un contrat. Donc, c'est quelque chose à savoir. Il y a aussi d'autres choses en différent avec la France, c'est qu'en France, on n'enregistre pas son droit d'auteur. C'est un droit automatique qui s'attache et c'est comme ça. Aux États-Unis, oui, c'est un droit automatique, mais vous avez quand même beaucoup plus de protection quand c'est enregistré, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, je vais vous parler du symbole C entouré, donc copyright, comme on en a parlé pour les marques avec le R entouré. Le C entouré, donc le symbole du copyright, du symbole du droit d'auteur, il est encore une fois pas nécessaire, c'est comme en droit des marques, c'est pas nécessaire pour bénéficier de la protection, mais la fonction du symbole reste la même, c'est signaler que l'œuvre que vous identifiez est protégée par le droit d'auteur. Donc c'est important de mentionner au public que cette œuvre est protégée, bien que dès que vous avez fait quelque chose d'original et que vous l'avez exprimé dans un moyen tangible, vous avez la protection. C'est quand même mieux de marquer le C entouré. La durée de la protection, c'est comme en France, c'est l'avis de l'auteur plus 70 ans après sa mort. Ça, c'est pour les œuvres qui ont été créées après le 1er janvier 1978. Donc, si on crée une œuvre aujourd'hui, ça s'appliquera. Si vous êtes dans une situation où vous avez hérité de quelque chose peut-être qui a été créé avant le 1er janvier 1978, c'est différent. Je vous invite à faire de recherches ou à vous rapprocher d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour savoir quels sont un peu vos droits. La portée de l'enregistrement auprès du Copyright Office, c'est territoire national, c'est-à-dire les États-Unis, encore une fois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le droit des marques, les droits d'auteur et un petit peu sur les brevets. Donc, si vous avez des questions plus particulièrement en droit des marques ou en droit d'auteur ou en droit du divertissement, en droit de la propriété intellectuelle en général, je vous invite à nous contacter. Donc, mon office, c'est bien Phillips Early Wine, Given and Carline. Et on est basé à San Francisco. On a aussi un office à Los Angeles, une antenne un peu à Los Angeles. Mais on est tous regroupés à San Francisco, mais on peut se déplacer. Mon LinkedIn, donc c'est Nina Pouget. Mon email, c'est mes initiales @phillo.com et notre site internet qui est phillo.com ou phillo.com. Vous avez plus d'informations sur nos domaines d'activité que j'ai énoncés au début de la présentation et aussi sur nos articles ou nos informations les plus récentes. Voilà, merci Alain de m'avoir invité à cette conférence. Los Angeles accueille et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouverte. Je ne sais pas si il nous reste quelques minutes pour les questions. J'ai une petite question. Oui, je voulais savoir si par exemple, j'utilise un mot français dans un dépôt de marque. Est-ce que c'est accepté? Vous pouvez utiliser un mot français, mais les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure s'appliquent. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des pommes aux États-Unis, vous ne pourrez pas appeler votre étalage, vous ne pourrez pas avoir une marque qui s'appelle pomme en français, parce que ça reste générique. Si vous faites une demande de dépôt à l'USPTO, vous mettez le nom que vous souhaitez déposer, et ensuite il y aura une case qui dit est-ce que ce mot a une traduction dans une langue, dans une autre langue.
et ils prennent compte de la traduction. Donc, et ils vérifient aussi. C'est important. Parfois, vous pensez que vous avez inventé un mot et en fait, ça veut dire quelque chose en vietnamien et voilà. Donc, mais vous pouvez tout à fait avoir une marque française à partir du moment, je veux dire une marque qui a un mot français, à partir du moment où ça remplit les conditions d'acceptation par l'USPTO. Donc, si je veux que mon produit soit protégé dans tout le monde, il faut que je fasse une demande dans chaque pays. Oui. Après, il y a un organisme qui s'appelle WIPO, qui est un peu un organisme mondial, mais comme rien n'est centralisé, on conseille toujours de faire dans chaque pays. Si vous voulez développer votre produit aux États-Unis, ça va toucher toute l'Amérique. Il faut aussi s'enregistrer au Canada, il faut s'enregistrer au Mexique, il faut s'enregistrer dans tous les pays dans lesquels vous comptez utiliser votre marque. C'est important. Et est-ce qu'il y a une police du gouvernement qui vérifie qu'on fait les choses légalement? C'est-à-dire, Si par exemple, copie une marque de quelqu'un oui. et qu'ils s'en aperçoivent pas, je peux mettre un petit R dessus et il y aura pas la police qui va descendre chez moi s'ils n'ont pas de police. Non, il n'y a pas de police spécifique, mais après, il y a la douane, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez enregistrer, si vous avez une marque enregistrée, vous pouvez vous enregistrer dans la base de données de la douane. Et la douane, si elle trouve, en fouillant les valises de quelqu'un, votre marque, là, elle pourra saisir les biens. Il n'y a pas une police spécifique, mais vous pouvez vous rattacher à ce qui existe déjà. Et la dispute des droits d'auteur entre la France, l'Europe en général et les États-Unis, c'est quoi tout ça? Ça, c'est un peu compliqué. Nous, on a beaucoup de dossiers là-dessus. Enfin, on a quelques dossiers là-dessus où vous avez des droits d'auteur en France et vous souhaitez venir aux États-Unis ou l'inverse. Et en fait, il y a des différences qui sont importantes et que j'en ai un petit peu parlé, mais si vous êtes français et que vous faites de la musique ou que vous peignez un tableau, c'est important de bien comprendre que si vous n'avez pas enregistré, vous ne pouvez pas faire grand-chose aux États-Unis pour vous protéger en fait devant un juge parce qu'il faut que ce soit enregistré. Donc, c'est des petites différences qui sont importantes à savoir, mais souvent, en fait, vous vous en rendez compte une fois qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est bien de nous poser la question. Même, nous, on n'est pas que là pour du contentieux. Moi, je fais beaucoup de transactionnels, c'est-à-dire si vous avez un contrat à signer avec aux États-Unis ou en France, nous, on peut revoir ces contrats et vous dire attention, s'il manque cette clause ou cette clause, ça veut dire que peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, par exemple le work for hire que j'ai dit tout à l'heure, l'espèce de contrat de louage. Il y a beaucoup de Français qui ne le voient pas, qui se disent oh, oui, work for hire, ils m'ont employé pour que je fasse une chanson, mais ça reste ma chanson ou ça reste mon tableau. Non, c'est des choses qui sont c'est compliqué. Je ne sais pas si ça répond à votre question vraiment, mais il n'y a pas vraiment de réponse spécifique, je crois. Et tout ça, ça coûte cher? Une idée pour déposer sa marque ou les droits d'auteur et tout ça? Les contrats. Oui, non. Les avocats, c'est hors de prix, hein, faut être réaliste. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a les frais d'avocat si vous prenez un avocat qui sont élevés, mais ça vous permet d'éviter des erreurs par la suite parce que nous, on a beaucoup de clients qui ont déposé leur marque tout seuls. Si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas déposer de marque à l'USPTO sans avoir un avocat aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose à savoir. Si vous nous écoutez depuis la France ou depuis ailleurs, si vous souhaitez déposer votre marque aux États-Unis, il faudra vous rapprocher d'un avocat américain. Oui, ça coûte ça. Il faut payer ses frais d'avocat, mais ça vous évite des problèmes. Nous, certaines personnes viennent nous voir après avoir déposé eux-mêmes leur demande et qui a été rejetée parce que ils n'ont pas quelques petits détails qu'ils n'ont pas vus ou des informations qui manquent. Ils viennent vers nous, ils comprennent pas pourquoi ça a été rejeté et nous on passe plus de temps à corriger les erreurs que à le faire nous-mêmes. Et aussi ça vous delay, ça vous met plus de temps. Vous allez recevoir votre dépôt de marque ou d'enregistrement de droit d'auteur bien plus tard parce qu'il y a eu des délais
avec l'Office américain. Donc oui, Ouais. ça peut coûter cher, mais les frais de dépôt en eux-mêmes sont assez raisonnables. Après, 250 dollars par classe, c'est quand même un budget quand vous êtes un petit entrepreneur, mais je crois que souvent, ça vaut le coup. Et il faut avoir une carte verte pour faire la demande. Je ne crois pas. Il faut avoir une adresse aux États-Unis. Y a-t-il d'autres questions? Je ne veux pas monopoliser toutes les questions. Moi, j'avais une question. J'ai vu qu'il y a la possibilité de faire enregistrer sa marque auprès de l'État de Californie. C'est Oui. moins cher et ça va beaucoup plus vite. Moi, je voudrais le faire enregistrer auprès de USPTO, mais est-ce que vous conseilleriez de le faire auprès de l'État de Californie pour renforcer le dossier comme quoi on est bien en commerce, on a déjà la marque auprès d'un État? Et puis parce que ça va plus vite, donc on est déjà un peu enregistré, ou est-ce que vous pensez que ça sert à rien? Parce que USPTO, c'est, je crois, 12 mois, 18 mois de processus. Oui, généralement, il y a 1 an d'attente si tout va bien. Et s'ils demandent quelques informations complémentaires, ça peut prendre plusieurs années. Ouais, c'est ça. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est une très bonne question parce que je n'en ai pas parlé et c'est important. Il y a des offices, vous pouvez enregistrer votre marque auprès de chaque État américain, donc la Californie, New York. Et c'est important de le faire. Si vous avez les moyens de le faire, c'est bien, ça renforce tout à fait vos droits parce que ça prouve que si quelqu'un a cherché, si un concurrent ou quelqu'un qui a copié votre marque qui dit ah mais moi je l'ai pas vu, j'ai pas vérifié le USPTO, moi je suis en Californie, je voulais le faire qu'en Californie, j'ai vérifié sur le site des marques californiennes et il y avait rien. Donc en fait vous renforcez vos arguments en fait, vos arguments. Moi j'ai été enregistrée partout. J'ai un site internet, il suffit de marquer tapez dans Google ma marque, vous me trouvez directement. J'étais sur le site de Californie, j'étais sur l'USPTO. Je pense que en fait, si vous avez vous vous enregistrez que dans l'office californien, le problème entre guillemets, c'est que votre enregistrement, il est bon que pour la Californie. C'est-à-dire que si vous exploitez pas votre marque en dehors de la Californie, vous n'allez pas avoir une protection nationale. Vous allez avoir une protection en Californie. Donc, ça réduit un peu le champ. Donc, si quelqu'un en Alabama veut, disons que vous voulez ouvrir un restaurant de tacos qui s'appelle Papi, vous en avez plusieurs en Californie, c'est possible. Vous allez avoir un peu l'exclusivité de la marque Papi en Californie pour la vente de tacos, mais vous l'aurez pas en Alabama, par exemple. Et si quelqu'un veut le faire en Alabama, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous allez pouvoir essayer de vous opposer, mais de manière efficace, ça c'est une autre question. Donc oui, ça, je recommande. C'est important de s'enregistrer aussi aux offices étatiques, mais ça renforce vos arguments. Mais le plus important, c'est l'USPTO aussi, je crois. Et donc, on peut attacher, par exemple, vous conseilleriez de faire la demande auprès de USPTO dans 1 mois, le temps d'avoir l'enregistrement et l'approbation de l'État de Californie, par exemple, et de pouvoir attacher, enfin joindre l'enregistrement? Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire l'un, l'autre sans mentionner que vous avez fait l'un ou l'autre, sachant que je suis pas sûre que vous puissiez l'attacher dans votre demande. Ça va pas avoir vraiment d'impact en fait. L'USPTO, s'il décide que votre marque n'est pas enregistrable à l'USPTO, ça va lui importer ça va pas beaucoup lui importer que vous ayez pu l'enregistrer en Californie. Ok, d'accord. Et c'est la même situation si on l'a enregistré en France et pour les États-Unis, ça va rien changer non plus, ça va pas renforcer le dossier non plus. Alors, moi je crois que on a justement, je souris parce qu'on a un dossier justement, quelqu'un qui n'a pas enregistré en France et qui se retrouve avec quelqu'un en France qui a enregistré la même marque. C'est un problème. Du coup, en fait, surtout si vous avez des liens avec la France, c'est bien d'enregistrer en France aussi. Pour répondre à votre question, ça dépend quand vous avez enregistré votre marque en France, ça dépend quoi, mais vous pouvez, si vous avez déjà enregistré votre marque en France et que vous voulez enregistrer aux États-Unis, si c'est dans un certain délai, vous pouvez
vous prévaloir de la date à laquelle vous l'avez enregistré en France. C'est une date d'antériorité. Donc ça, c'est bien si vous en avez une. Et si vous avez une marque en France, c'est toujours, vous pouvez toujours le mentionner lors de votre application, votre dépôt de marque à l'USPTO. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Si quelqu'un d'autre a des questions maintenant, ou si vous regardez le lien, la vidéo YouTube plus tard, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui, ce soir, et qui ont des questions, je suis ouverte à d'autres questions. J'ai encore une question. Oui. La date pour les 20 ans commence au moment où vous avez fait la demande ou à partir d'un moment où c'est accepté? C'est une très bonne question. Et ça, pour les brevets, donc ça, c'est 20 ans, c'est pour les brevets. Je fais pas du tout du droit de brevet, donc je pourrais pas répondre à cette question, mais je pense que ça peut être facilement trouvable sur le site de l'USPTO. Moi, je pratique pas du tout ce type de droit, donc c'est vrai que je l'ai appris, mais je ne me souviens pas. En tout cas, pour les marques, si vous enregistrez votre marque, le délai de 5 ans dans lequel après vous devez déposer une déclaration d'utilisation, ça, c'est à partir du moment où votre marque a été acceptée par l'Office USPTO et qu'il a été publié. En fait, votre marque est acceptée, ensuite elle est publiée, il y a un certain délai pour que les tiers puissent s'opposer. Et si ce délai est passé et qu'il n'y a eu aucune opposition, votre marque est alors enregistrée. C'est une date donc qui est postérieure. Et c'est cette date d'enregistrement qui commence le délai voilà. Donc 5 ans après cette date, vous devez fournir une déclaration d'utilisation. Si vous ne fournissez pas la déclaration d'utilisation, votre marque sera toujours sur la base de données de l'USPTO, mais vous allez apparaître comme inactif. Et ça peut mener à des erreurs, notamment s'il y a un concurrent qui veut utiliser votre marque, il peut se dire « Ah, bah, cette personne a laissé cette marque, moi je vais la reprendre, je vais l'utiliser ». Et on a déjà eu des problèmes comme ça, des clients qui avaient oublié de renouveler leur marque. Et après, il y a quelqu'un qui a repris la marque et là, ça cause plein de problèmes. Donc, je sais pas, ça a répondu à votre question pour les marques, mais pas vraiment pour les brevets. Je pense que c'est la même chose. Ça commence à partir du moment où c'est approuvé. Sinon, ça devrait. Oui, à vérifier. Et par exemple, si je prends une marque comme Chamber of Commerce of San Francisco, je crois que c'est pas enregistré comme marque, donc je pourrais m'appeler Chamber of Commerce of San Francisco. Alors, je peux pas répondre à cette question parce que ce serait un conseil juridique, mais je peux vous répondre généralement. Il faut vérifier que déjà, premièrement, le signe est disponible, c'est-à-dire que personne ne l'a utilisé. Mais deuxièmement, que ça rentre dans les critères de l'office de l'USPTO. Peut-être que l'USPTO va considérer que même si ce terme-là est disponible techniquement, il se rapproche trop d'un autre terme qui existe déjà pour les mêmes biens et services et il pourra refuser. Ou alors, il peut aussi estimer que votre marque que vous venez de citer, c'est trop descriptif. Et si c'est trop descriptif, ça peut pas être enregistré. Donc, voilà, ça c'est… Mais c'est bien de… Je pensais, par exemple, j'avais regardé de faire une chambre de commerce d'industrie. Oui. Qui est en France. Et autant que je pouvais voir et enquêter, il n'y a pas de chambre de commerce et d'industrie qui soit une marque enregistrée aux États-Unis. Donc, en théorie, je pourrais demander à avoir cette marque. En théorie, si elle est disponible, vous pouvez essayer. Après, il y a d'autres… Je peux pas vraiment trop répondre à cette question sans donner de conseils juridiques. Et là, une présentation, c'est… Je comprends ce problème. Voilà, mais c'est si vous avez des idées comme ça, il y a des sociétés tierces qui s'occupent de faire des recherches pour vous pour vérifier si le signe est, enfin le terme que vous utilisez est vraiment disponible ou si par exemple il y a
un certain site que vous n'avez pas vérifié et il se trouve qu'il y a une certaine chambre de commerce d'industrie qui existe. Par contre, ces sociétés-là ne vont pas vous dire ce qu'un avocat pourrait vous dire, c'est-à-dire un avocat pourrait vous dire ça ne sera pas accepté parce que nous, on a l'habitude et voilà pourquoi. Voilà, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le nom d'un endroit, par exemple. Sonoma, vous ne pouvez pas vous appeler les vins de Sonoma parce que les vins, ça décrit votre produit et Sonoma, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Donc, les vins de Sonoma, ça ne peut pas être une marque qui sera enregistrable. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez décider de faire des vins qui s'appelleront vins de Sonoma, mais vous n'avez pas la protection que cette marque vous appartient. Elle ne peut pas vous appartenir. C'est-à-dire que si mon voisin veut aussi faire une marque de vin Sonoma, vous allez vous retrouver tous les deux sur le marché avec le même nom. Et il n'y aura pas de protection. Voilà. Et pour le premier entretien avec vous, c'est gratuit? Là, je pourrais demander à David Gibbon, qui est aussi qui est en train de suivre la présentation. C'est pas moi je crois que c'est pas moi qui décide ce genre de choses, mais je crois qu'on peut avoir un appel où vous nous décrivez votre problème ou votre question et après c'est au partenaire de décider si ça constitue un conseil juridique pour lequel on doit être rémunéré ou si vous voyez, ça c'est pas de mon ressort. Oui, la première conversation téléphonique, c'est une conversation. Hein. Oui, généralement une conversation téléphonique pour comprendre vos questions, vos interrogations et ensuite, voilà. Moi, je travaille, je ne suis pas trop dans l'aspect financier. C'est plutôt les partenaires qui s'en occupent. Donc, David pourra répondre à cette question peut-être hors conférence, je ne sais pas. D'accord. OK, donc vous contactez si on a des questions et on aura la réponse. Voilà. C'est très bien. S'il n'y a plus de questions, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéoconférence et un grand merci à vous, Maître Pouget. Vous avez fait beaucoup de travail en très peu de temps là pour préparer cette conférence et vraiment c'est apprécié au dernier moment. Et il y a beaucoup encore de sujets pour nous à Los Angeles Accueil à présenter, par exemple dans comment embaucher aux USA ou par exemple le règlement intérieur des entreprises ou les douanes, les impôts, enfin il y a toutes sortes de sujets comme ça qui seraient intéressants. Et donc nous avons fait ces premières 6 présentations ici de cette année et je crois que c'est à Ron et le conseil de direction de décider s'ils veulent continuer ou non. Et pour tous, je vous souhaite de bons réveillons, de bonnes fêtes et je vous fais part de mes vœux pour 2023. Et donc, je remercie tout le monde et je vous souhaite de bien vous amuser pour les fêtes. Allez, à bientôt et merci. Et encore merci, Maître Pouget. Merci Alain. Au revoir. Au revoir.